avec le Rav Menachem Ackerman. Est-ce que vous nous entendez? Moi, je vous entends. Vous m'entendez? Ah, super, Rav Ackerman. Un plaisir de vous retrouver. Ce soir, vous êtes en direct de votre souka et il faut le Voilà. mentionner, on a très souvent l'occasion de vous retrouver et vous êtes un des piliers de la Mudrichet Yehuda. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Et j'ai envie de dire, c'est un plaisir aussi parce que le titre ne nous dit pas grand-chose, mais vous allez nous en dire plus sur ce titre, les sous-côtes arrachées au sable, Bechavod Arav. Toda rabba, shalom lekulam, moadim lesimcha. Et toi, Johan, Rav Shul David, Mori Verabi. Et merci pour le shiur très intéressant, ainsi que tous les gens qui sont là, qu'on voit ou qu'on ne voit pas. On ne peut pas saluer chacun personnellement. En tout cas, chez Moadim lesimcha, et Bezrat Hashem, Niske le Yeshua Shlema, que ce limoud soit un srout, comme a dit aussi Rav Shaul David, pour qu'on voit des grandes délivrances. Et quand je parle de grandes délivrances pour l'instant, c'est avec cette magefa qui a envahi le monde. Donc, ce jour de Hoshana Rabbah et ce limoud de Hoshana Rabbah soit aussi une manière d'intercéder dans le ciel pour qu'Akadosh Baruch Hu amène une libération pour tout le monde. Alors donc, je vais commencer. Johan, tu veux mettre directement le... Ok, d'accord. Tu as qu'à mettre la première photo, déjà commencé, et puis après ça, on continuera. Donc, c'est bon? Ok, d'accord, voilà. Donc, comme tu l'as dit, moi, je ne la vois pas personnellement. Hein. Johan? Allô? Johan? On ne voit pas le... Si, on le voit, il arrive. Je suis censé le voir alors. Ah oui, excuse-moi. Ok, d'accord, c'est moi qui me suis pas bien arrangé. D'accord, très bien. Alors, le sujet, je l'ai copié sur un livre qui s'appelle La Bible arrachée au sable et qui cherche des traces de la Bible dans l'archéologie, c'est-à-dire à l'intérieur de ce qu'on peut trouver par les fouilles archéologiques. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui est un petit peu différent du sujet de Rav Shaul David et qui est même complètement différent. Et ce qu'on va chercher, c'est les traces des Soukotes dans lesquelles étaient les enfants d'Israël dans le désert pendant les 40 ans où on était dans le désert. Tout d'abord, une première remarque extrêmement importante de Manitou. Quand il parlait de cela, il disait que quand on cherche la vérité des choses, pour la tradition hébraïque, pour la tradition juive, la vérité n'est pas dans l'objectif, mais fondamentalement dans le subjectif. Je dirais qu'entre ce que le peuple juif a transmis de génération en génération et ce qu'on pourrait sortir justement par la recherche par archéologique, etc., par les témoignages du passé qui sortent comme ça, la tendance, on pourrait dire, du monde occidental, ce serait à préférer la vérité objective, on pourrait dire, c'est-à-dire quelque chose qui est l'objet qui est sorti. Mais Manitou insistait très profondément sur le fait On s'excuse, j'ai l'impression qu'on n'entend plus le Rav Ackerman, chez vous aussi? Ok, on va le récupérer. Et on va devoir lui dire de rentrer dans sa souka. Je l'appelle tout de suite. Sam Kadosh, est-ce que tu veux nous dire un mot en patientant? Là maintenant, tu me vois ou non? On n'entend pas bien. Ouais. Et oui, c'est peut-être. Donc, je vais me rapprocher. C'est-à-dire, ou bien je vais me mettre sur Nekuda Hama. C'est aussi une deuxième possibilité. Une seconde. Chers amis, restez toujours connectés puisqu'on aura un invité exceptionnel pour cette année.
on s'est dit, si on n'est pas tous ensemble dans la soukha, alors on peut se permettre d'inviter d'autres personnes. On aura Sivan Rav Meir qui nous parlera, donc restez avec nous. Rav Ackerman, c'est bon? Voilà, c'est bon en principe. Là maintenant, dis-moi si tout va bien. Bezrat Et à ce Hashem, on moment-là, continue. ok, d'accord. Alors on continue. Donc, comme je disais, malgré tout, le retour en Israël et aussi disons, les dernières centaines d'années nous permettent de trouver des sources. Alors, question. Vous savez que la soukha, il y a une discussion entre les Tanaïm de savoir est-ce que Kibba Sukkot Shafti et Bnei Israël Betziota Meret Mitzrayim, est-ce qu'on parle de Sukkot Mamash, c'est-à-dire de cabane, ou est-ce qu'on parle des Hanane Kavod, les nuées célestes? C'est vrai qu'au niveau de la halakha a retenu l'opinion de celui qui dit qu'on parle des nuées célestes. Mais ceci dit, il n'y a pas de contradiction entre les deux, parce qu'il fallait bien que les enfants d'Israël habitent quelque part. Alors on a fini par traduire ça, qu'ils habitaient dans des cabanes. Mais plutôt que de parler de cabane, il y avait bien une habitation qui était comme ça. Alors, c'est ça. Tu as de nouveau ouvert Johan, tu as ouvert le texte ou non? Non, dès que La tu en parles, Matzaget. dis-moi. Voilà, tu peux ouvrir maintenant. Alors, c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il s'avère qu'on a retrouvé dans le désert du Sinaï, et les premières sources sont des sources, en fait, je ne sais pas si on arrivera à l'agrandir, si tu peux l'agrandir, qui sont sur le côté droit, c'est-à-dire c'est un archéologue qui a déjà plus de 100 ans. Vous voyez l'estampille qu'on voit ici sur la droite qui nous montre ça. Mais en tout cas, depuis cette époque-là, on sait qu'on a retrouvé sans doute les campements des enfants d'Israël dans le désert. Je vais tout de suite expliquer pourquoi. Ça va être ça la première partie du sujet, c'est d'expliquer. Et donc, dans ces endroits-là, toutes ces habitations qui ont été retrouvées, c'est d'après, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est pratiquement sans aucun doute les Soukhot des enfants d'Israël qui étaient dans le désert. Alors, comment est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle des Nouméis. C'est sans doute le nom que donnent, en tout cas Nouméa, que donnent les Bédouins là-bas. Et on va voir pourquoi est-ce qu'ils sont sans doute identifiés avec les Soukhot qu'on a dans le désert. C'est bien, tu passes de l'un à l'autre. Vous voyez ces photos. Je dois dire que les photos elles-mêmes ont été prises du livre de Rav Zamir Cohen, mais les connaissances dont on parle ne sont pas du tout de là-bas, sont des livres et des choses et des recherches qui ont été faites depuis de longues années, comme je vous ai dit, depuis cette époque-là, et en tout cas par les archéologues israéliens, autant dans le désert du Sinaï que dans le désert du Negev. Aujourd'hui, on peut plus facilement creuser dans le Negev ou chercher dans le Negev. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé dans tout le désert du Negev et dans le désert du Sinaï des dizaines et des dizaines disons en tout cas plusieurs dizaines d'emplacements où on trouve tout le temps ce même genre de maison. La première chose, c'est Nouméa, qui nous indique que ça peut être, ou Bezrat Hashem, que c'est les Soukhot des enfants d'Israël. C'est la tradition des Bédouins. C'est que les Bédouins, eux, disent que c'est les maisons où habitaient les Bénis Israël quand on était dans le désert. Comme les Bédouins, ils ont la mémoire longue et qu'ils n'ont sans doute pas bougé là-bas depuis plusieurs centaines ou milliers d'années, on en revient au truc, ça c'est après. Donc, ça nous amène à réfléchir sur la chose. Alors maintenant, je vais en vitesse passer sur tous les éléments qui nous donnent. Le premier, et pour ceux qui ont besoin des références archéologiques, de ceux qui ont fait les recherches, je peux les envoyer en privé après. Les premiers, c'est qu'on a trouvé que il y a des murs qui sont faits des murs massifs, vous voyez, extrêmement massifs, mais on n'a pas trouvé de toit. Et par contre, on a trouvé, vu la situation, la sécheresse extrême qui se trouve dans ces régions-là, on a retrouvé que les toits étaient faits avec des branchages. Donc, CQFD, c'est la première chose, Sukkot Mamash, c'est-à-dire que c'était des maisons qui étaient construites et qui étaient recouvertes avec des branchages, alors qu'il y a un investissement extrêmement sérieux au niveau du bâtiment. La deuxième chose, et qui est l'étonnement des archéologues, c'est la qualité de la construction. Vous pouvez le voir, parce que, en général, dans la tradition, dans ce genre d'endroit, dans le désert, les constructions elles sont extrêmement précaires. Charlie, il n'y a pas de problème. Donc, elles sont extrêmement précaires. Et on le voit aussi d'ailleurs dans la construction des Bédouins aujourd'hui qui se sédentarisent en Israël. Et là, on a une construction qui montre que les gens qui l'ont fait étaient spécialistes en construction. Alors, vous imaginez où est-ce que les Béné Israël avaient appris à construire? Réponse, où est-ce qu'ils avaient appris à construire des maisons? Bien entendu,
en Égypte, puisqu'ils ont construit et Piton Ramsès et Taremiskeno. Nous savons que leur métier essentiel, c'était de construire des bâtiments. Donc, ils savaient construire, et c'est un où est-ce qu'ils ont trouvé des branchages. Là, c'est vrai que dans toutes ces régions, on en parlera, c'est des régions extrêmement sèches, mais il y a malgré tout, vous savez que dans le désert, il y a un tout petit peu, il y a la chita, le sycomore qui pousse, et encore un ou deux autres arbres qui poussent dans ces régions. Le troisième point, c'est que on trouve une unité entre la manière de tout ce qu'on a trouvé dans tous ces endroits, c'est une unité de toutes ces tribus qui sont là-bas. Alors, quand c'est vu par des archéologues ou par des historiens, quand on voit une certaine unité, on considère que c'était des populations différentes, mais qui avaient ce qu'on appelle une tarbout, c'est-à-dire une culture commune. Pour nous, puisque selon l'option que je suis en train de développer, c'est les différents campements des Béné Israël eux-mêmes, à ce moment-là, l'unité est évidente, puisque c'était les mêmes personnes. C'est pas qu'il y avait en même temps il y a 48 Massaot, c'est-à-dire dans 48 endroits différents, il y avait des petites tribus qui habitaient, mais il y avait dans 48 endroits différents les 600 000 Juifs, plus les femmes, les enfants et le Erevra, qui se sont promenés comme ça, l'un à côté de l'autre. Alors, il y a un point, je passe les points l'un après l'autre, et vous verrez que petit à petit, on va se rendre compte des preuves d'ailleurs, qui sont dans les articles qui ont été écrits par les archéologues, c'est des points d'interrogation. C'est-à-dire, ils décrivent ça, ils disent, mais on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas pour ça. Et comme nous, on le regarde avec des yeux du fait qu'on a décidé, on a supposé, on affirme que c'est les Sukkot des Bnei Israël, à ce moment-là, on va voir que les choses sont extrêmement importantes. C'est le point suivant, c'est qu'en général, quand on trouve des vestiges archéologiques, on les trouve avec le fait que les habitants les ont abandonnés, ce qu'on appelle Betsura Khafouza, c'est-à-dire de manière extrêmement rapide, parce qu'en général, on abandonne l'endroit où on habite, on l'abandonne parce que il y a des envahisseurs, il y a des gens, etc. Or, il s'avère que nous pouvons se rendre compte, d'après ce qu'on trouve, est-ce que la sortie de cet endroit a été faite de manière disons, non pas rapide, mais même en catastrophe, ou bien est-ce qu'elle s'est faite de manière organisée, ce qu'on appelle Yetziat Mesuderet, une sortie organisée des choses. Et il s'avère qu'on voit, par exemple, on ne trouve pas de repas qui sont quelqu'un qui est au milieu du repas, ou des endroits qui ont été brûlés, etc., comme on peut trouver dans la vieille ville de Jérusalem et dans tous les endroits en Israël qui sont liés, où on trouve la couche qui était celle du Khurban, de la destruction, etc. Alors que là, on voit que les maisons étaient abandonnées de manière organisée. La deuxième chose qui est importante, intéressante, c'est qu'il y a des endroits où on voit qu'ils l'ont construit et qu'ils n'ont pas eu le temps d'y habiter. Or, pourquoi investir tellement dans une construction qui est lourde au niveau des murs? Dirat Keva au niveau des murs, Dirat Arai, c'est-à-dire de temporaire au niveau du toit. Réponse que nous donne la Torah de cela, c'est que quand les enfants d'Israël arrivaient quelque part, dans Parashat Be'alotra, il y a marqué qu'ils ne savaient pas combien de temps ils allaient rester à l'endroit, et elle dit, il y a des fois ils restaient une journée, il y a des fois ils restaient, ça pouvait être une semaine, un mois, une année, et d'après la tradition des Chachamim, une des stations, il y en a une dans laquelle ils sont restés sur les 48, dans laquelle ils sont restés pendant la moitié du temps, c'est-à-dire pendant 19 ans sur les 40 ans, ils étaient au même endroit. Et les autres stations, donc, on sait que dans chacune, ils restaient plus ou moins longtemps. Or, justement, s'il y a une station, on voit qu'ils ont construit et qu'ils n'ont pas le temps d'habiter, c'est qu'ils avaient à peine eu le temps de s'installer. Et tout ça, c'était Alpi Hashem, Yachanu Alpi Hashem Isaou, c'est-à-dire que c'était la décision de Akadosh Baruch Hu de dire vous déménagez. Donc, ça explique cette chose-là. Ensuite, le point suivant, c'est qu'on ne trouve pas les choses qu'on trouve habituellement dans toute structure comme ça, dans toute recherche, on cherche aussi l'agriculture et les échanges commerciaux. Les échanges commerciaux, on les retrouve par le fait qu'on trouve des pièces d'argent et qu'on trouve aussi des éléments qui arrivent d'endroits différents. Par exemple, des amphores qui peuvent venir de Chypre, etc. C'est ce qu'on trouve. À ce moment-là, on sait qu'il y avait des échanges commerciaux. Et ici, on ne trouve pas ce genre de choses, ni d'agriculture de manière spéciale, ni non plus de signes, de vestiges d'échanges commerciaux, pratiquement pas. Les seules choses qu'on trouve, c'est des bijoux
qui était d'un style égyptien. Alors vous comprenez très bien, pas besoin d'échanges commerciaux puisqu'on était nourri par la manne, et pas besoin d'agriculture puisqu'on était nourri par la manne. Un point encore plus intéressant, c'est qu'on a retrouvé des pierres pour, comment on appelle ça, pour moudre le blé, pour moudre les grains de manière générale. Rechaim, j'ai oublié comment est-ce qu'on appelle ça en français. Rechaim, c'est des moulins en fait, des pierres pour moudre les grains. Et il y en avait dans l'ancien temps, c'est-à-dire chacun avait une meule. Merci beaucoup à Jean Gombach. C'est-à-dire on a trouvé des meules, des meules domestiques comme on trouvait à l'époque, et on ne trouve pas de grains. Alors ça, c'est une des grandes interrogations des archéologues. Comment c'est possible qu'il y ait des meules donc, pour moudre quelque chose, mais on ne trouve pas de dagan, c'est-à-dire des céréales ou des grains ou des kitniot, des choses qu'on a besoin de moudre. Réponse, il y a marqué dans Parashat Béchalar, comme vous vous souvenez sûrement, que quand on a reçu la manne, les gens s'imaginent qu'on cueillait la manne et qu'on la mangeait comme ça, mais il y a marqué Vetachanu barechaim odachu bameducha etacher tofu efu etacher tevashelu bashelu, c'est-à-dire que la manne, il fallait la moudre, Tachanu barechaim, c'est-à-dire avec une meule, ou bien bameducha, c'est avec un pilon, elle était comme ça, donc écrasée, et après ça, on en faisait des choses qui étaient ou bien etacher tofu efu, c'est-à-dire ou bien ils étaient mis dans un four, ou bien ils étaient cuits. Tofu, ça veut dire qu'ils mangeaient aussi du tofu. Ça, c'est aussi une des choses qui sont importantes à savoir. Tacher tofu et fou. Et c'est un jeu de mots, bien entendu. Et donc, le fait de trouver ça sans trouver de grains, c'est un point d'exclamation, interrogation dans la recherche. Bien entendu, selon la Torah, la réponse, elle est comprise. On trouve aussi une des choses, c'est le fait qu'ils avaient de nombreux troupeaux, énormément de troupeaux. Et ça, vous savez qu'il y a des témoignages à la fin du livre de Bamidbar où on dit que les enfants d'Israël avaient énormément. Et c'est pour ça que les 2,5 tribus ont demandé à s'installer de l'autre côté du Jourdain parce qu'ils avaient beaucoup de troupeaux. Et puis c'est marqué aussi quand on est sorti d'Égypte, etc. Ça, c'est une des choses. Point d'interrogation, on va voir tout de suite à propos de ça aussi. C'est que le point d'interrogation suivant, il est là. C'est que lorsque on regarde ces stations, alors je ne vous ai pas tellement montré la carte, mais en fait, incidemment, vous savez que le parcours des enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte n'est pas identifié par la Torah. C'est-à-dire la Torah nous donne les noms de chaque endroit, mais quel le parcours est, on ne le sait pas exactement, pratiquement pas. C'est-à-dire il y a très peu d'endroits qui ont pu être identifiés, éventuellement par une ressemblance avec des noms qui sont de tradition aussi, qui sont arrivés jusqu'à aujourd'hui dans les populations qui sont passées là-bas, comme Kadesh, Kedes, etc. Mais de manière générale, on ne connaît pas ces endroits. Maintenant, avec ces campements, ça nous permet éventuellement de reconstituer le masloul, c'est-à-dire que la manière dont les enfants d'Israël sont passés dans le désert du Sinaï et le désert du Negev avant de remonter pour arriver dans la région de l'est du Jourdain et d'arriver par l'endroit d'Éricho. Maintenant, quand on voit ces endroits, les endroits où se trouvent tous ces campements, Johan, tu peux, si tu veux, peut-être remettre une des photos qu'on a vues jusqu'ici, c'est les régions qui sont les plus sèches du Negev et du Sinaï, c'est-à-dire c'est dans les montagnes. Voilà, vous pouvez voir, c'était l'interrogation à propos des arbres, vous pouvez remarquer que c'est les régions les plus arides. Or, par exemple, quand on est dans le Negev, il y a des régions où il y a des sources, par exemple la Harava, et il s'avère que tous ces endroits-là sont dans les régions les plus arides du Sinaï et du Negev. Grand point d'interrogation, pourquoi est-ce qu'une population a besoin de s'installer dans des endroits comme ça? Alpi Hashem Yachanu, Alpi Hashem Istaou, puisque, en fin de compte, les déplacements étaient faits par la volonté de Akadosh Baruch Hu, lui-même nous a envoyés dans des endroits comme ça, et c'est marqué pourquoi Vayancha Vayirevcha Ve'achilcha et Aman le Mateda qui lo alelechem levado yichi adam qui al kol motza pi Hashem yichi adam, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a fait 40 ans d'école, de Beth Sefer, d'éducation, on pourrait dire de préparation à ce qui viendrait après et de capacité
de se lier avec lui dans des conditions absolument extrêmes. D'un autre côté, il y avait les Ananékavot qui le protégeaient, il y avait aussi le Ber Miriam et la manne, c'est-à-dire ces trois miracles qui nous permettaient de survivre. Bien entendu, dans tout ce qui a été écrit, c'est le point d'interrogation essentiel. Vous savez, pour tous ceux qui ont fait des tiolim dans le désert, que même avec un shluker sur le dos de 3 litres, au bout de quelques heures, si c'est tout ce qu'on a, on ne peut pas rester très longtemps. C'est-à-dire que si vous voyez ces habitations et le contraste avec le fait que la Terre est complètement aride, bien entendu, il y en a qui pourraient supposer que le climat a changé, c'est des choses qui ont été vérifiées, il s'avère que non, en tout cas jusqu'à cette époque-là. Et donc, la possibilité d'accord, je vois que quelqu'un nous demande comment il se débrouillait en SRAR. Alors, c'est ce que j'ai dit. C'est qu'il y avait quand même autour, il pouvait aller en chercher à 50 km aux alentours pour faire, en tout cas. Et puis, peut-être qu'il y avait peut-être un petit peu des arbres, etc. Parce que de manière générale, en tout cas, dans mes voyages dans le Sinaï et dans le Negev, on voit, mais c'est vrai qu'ici, c'est extrême. Je pense qu'il se débrouillait avec ça. Mais en tout cas, cette question, c'est le point d'interrogation, je pourrais dire d'exclamation absolue de tout ça. Et je vais terminer donc le résumé de tout ça, ou non pas le terminer, le dernier point, c'est qu'autour de tous ces campements, on a trouvé des dizaines et des centaines de tombes. Et quand on sait que la possibilité la taille d'une population est quand même fonction des sources d'eau. La nourriture des troupeaux, c'était aussi l'eau. Et je ne sais pas, c'est pas marqué dans la Torah comment est-ce qu'on nourrissait les troupeaux. Est-ce qu'il était nourri de la manne aussi? En tout cas, pour revenir à ça, le nombre de tombes qui sont là-bas sont absolument étonnantes, puisque ça ne correspond pas à la capacité de régions comme ça de pouvoir avoir un nombre tellement impressionnant d'habitants. Maintenant, selon la tradition, c'est évident, on parle des 600 000 Bnei Israël qui sont morts dans le désert, et donc qui ont été enterrés, d'ailleurs c'est marqué clairement, qui ont été enterrés à chaque station en fonction de tout ça. Voilà, Johan, si tu veux, on peut passer au... Bon, Yael David, je suis désolé, il y a marqué des nuages sur les photos. C'est pas moi qui les ai pris, donc je peux pas te dire. Mais non, passe à la photo suivante, Johan. Mais en tout cas, sauf qu'il faudrait pouvoir l'agrandir. Je sais pas si tu... Merci Gershon, c'est-à-dire il y avait les arbres que Jacob avait plantés en Égypte et avec laquelle. Mais ça, c'est pour construire. Pour donner à nourrir, c'est pas tellement évident. Non, je préférais que tu reviennes à celle que tu as mise. Et si tu n'arrives pas à l'agrandir, à ce moment-là, je l'ouvrirai chez moi. Alors donc, ça, c'était la première partie. On n'a pas tellement le temps, donc je voudrais directement passer à la deuxième partie. Et en moyenne, combien de bâtis se trouvent dans ces campements? On en trouve d'accord. On trouve entre plusieurs unités jusqu'à une dizaine, etc. dans chacun. On trouve qu'il y en a d'autres qui étaient détruits autour, c'est-à-dire on trouve qu'il y en a plus. Mais ceci dit, si c'est des bâtisses qui ont 4000 ans, c'est évident qu'ils ne sont pas restés tous construits depuis cette époque-là. Alors on va passer au deuxième volet, à la deuxième partie de l'étude, qui est en tout cas pas moins importante. En général, aujourd'hui, je ne peux pas tellement le faire, parce que Baruch Hashem, on est beaucoup à étudier la Torah ce soir, mais quand je demande aux gens, merci, quand je demande aux gens est-ce que les gens connaissent ça? La plupart des gens n'ont pas entendu parler de ça et c'est étonnant. Vous êtes d'accord? C'est étonnant parce que si on a retrouvé les soukhotes dans lesquels les Bnei Israël étaient durant la sortie d'Égypte, comment ça se fait que c'est quelque chose qui n'est pas tellement connu, en tout cas, en tout cas, j'imagine une grande partie de vous aussi, ne savez pas jusqu'à aujourd'hui qu'on a retrouvé les soukhotes des Bnei Israël quand on est sorti d'Égypte. Alors, la réponse à cela, c'est la deuxième partie. Et cette deuxième partie, elle est due à un phénomène dont je vais parler ce soir, qui est le phénomène d'asynchronisme. C'est quoi le phénomène d'asynchronisme? C'est que pour pouvoir, quand on trouve des découvertes archéologiques, la seule manière de pouvoir les utiliser à bon escient, c'est de pouvoir les mettre sur un axe chronologique clair. C'est-à-dire de pouvoir dire, cette chose-là qu'on a trouvée, par exemple, prenez l'exemple justement le Sénuméa, ils ont été construits
par les Byzantins, je ne sais pas n'importe quoi, il y a 1500 ans. Ou bien ils ont été construits à l'époque grecque, il y a 2500 ans, ou bien ils étaient construits à l'époque biblique, donc il y a de cela beaucoup plus longtemps, environ 4000 ans. Et si on n'a pas la possibilité de mettre sur un axe chronologique ce qu'on trouve, en fin de compte, on est un petit peu perdu. Donc, il y a une deuxième science, qui est une science, on pourrait dire, qui est une condition sine qua non de toute l'archéologie, c'est d'être capable d'avoir une référence chronologique qui est claire. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'avère? Il s'avère que la tradition académique, on ne sait pas la tradition, la recherche académique s'évertue à construire un axe chronologique qui soit le plus objectif, le plus sûr possible. Si tu me permets, Johan, je vais ouvrir chez moi le screen parce que la qualité, elle est meilleure et ça me permet aussi de l'agrandir plus facilement. Donc, on va le faire comme ça. Voilà, je pense que vous le voyez mieux ici. Cette question de l'axe chronologique, c'est une question essentielle. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dans le peuple juif une tradition chronologique qui est depuis la création du monde. Elle s'appelle la Torah, les Nevi'im, les Ktuvim et la tradition orale qui fait qu'on a même par exemple une tradition au niveau des dynasties de nom à prénom, une mémoire. C'est ce que je parlais au début dans l'enseignement de Manitou. On a une mémoire de l'histoire qui a été transmise depuis le début du monde. La chronologie, c'est un livre qui s'appelle Seder Olam de Rabbi Yossi, qu'il a écrit à l'époque des Tanaïm, en tout cas jusqu'à son époque, qui a fixé l'axe chronologique de l'histoire, en tout cas l'histoire biblique bien entendu, mais d'une manière, on pourrait dire absolue, depuis la création du monde. Maintenant, on a en face de ça aussi la recherche. Et dans la recherche, il y a une obligation d'avoir un axe chronologique qui se fait, bien entendu, à partir d'énormément de choses. Tout d'abord, par exemple, l'image qu'on a ici, c'est la chronologie des dynasties égyptiennes, vous voyez. C'est ça que vous trouvez ici. Et vous verrez que dans chacun des dessins, on voit 31 dynasties, c'est-à-dire qu'ici, on arrive toujours la 31e dynastie. Et ça s'est fait à partir de Champollion et de la pierre de Rosette, qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes ainsi que les autres éléments qui ont été retrouvés, qui ont permis de comprendre qu'il y avait 31 dynasties en Égypte, etc., et d'en faire une échelle. Bien entendu, on a plein d'autres choses. On a des éléments qui permettent de faire des parallèles entre différentes civilisations, comme justement la pierre de Rosette ou Matsevet Mesha au niveau de la stèle de Mesha au niveau d'une correspondance entre la Bible et les autres histoires, pas les autres civilisations. Et tout ça, c'est un point essentiel. Maintenant, Manitou a un élève qui s'appelle Paul Reutemann, qui a un surnom qui s'appelle Ezra, et qui a fait une fresque de l'histoire que vous connaissez sûrement, une fresque historique, je vais vous la montrer ici comme ça en vitesse. En fait, tout le monde la connaît parce qu'on l'avait dans toutes les écoles pratiquement. Il l'a rédigé dans les années 90. C'était un élève de Manitou, ou c'est un élève. Ezra, qui habite à Mevaseret, en tout cas qui habitait il y a une vingtaine d'années à Mevaseret, et qui s'est attaché à ce sujet. C'est-à-dire qu'il a découvert un scandale. Le scandale, c'est qu'il y a entre la chronologie hébraïque et la chronologie qui est considérée comme celle qui est exacte au niveau de la science archéologique, il y a une distance à l'époque de la Bible de 1000 ans. 1000 ans de différence. Alors, la première question, c'est qu'on pourrait dire, mais c'est que la Bible s'est trompée ou les gens qui étudient la Bible se sont trompés, puisque cette chose-là, cette chronologie, cet axe chronologique, il est enseigné et il est accepté par tous les historiens. Alors, premièrement, c'est faux, parce qu'il n'est pas accepté par tous les historiens. Il y a toujours des discussions et la raison essentielle, c'est que dans chaque science, la base de chaque scientifique, y compris dans les sciences exactes, c'est de dire que la théorie qu'il a, elle est juste jusqu'à ce que ce soit prouvé autrement, et il prévoit que d'ici 20 ans, 50 ans, les théories changeront, vous le savez, dans l'histoire. Maintenant, dans des sciences qui ne sont pas des sciences exactes, à plus forte raison que ces choses-là sont élastiques, d'autant plus que, en fin de compte, avant Jésus-Christ, on pourrait dire l'axe historique est un axe qui est élastique, puisqu'il n'y a pas de point zéro. Il n'y a que du moins. Vous comprenez? J'espère que les choses sont un peu dites en vitesse et un petit peu peut-être de manière catégorique. Mais il faut comprendre que pour le peuple juif, la tradition, c'est une tradition avec des références absolues, puisque c'est depuis le moment de la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Par contre, dans l'axe chronologique ici, il y a une extensibilité possible, comme les millions d'années quand on parle au niveau scientifique, mais au niveau scientifique, je parle de physique, etc. Mais maintenant qu'on parle de l'histoire
au niveau de l'histoire et de l'archéologie, cette possibilité d'étendre, elle est tout à fait possible. Et c'est pour ça que ce tableau que je dois justement à Ezra, qui est extraordinaire, il prend comme argument le fait que quand on parle de l'époque biblique, le temps, si vous me permettez, je vais un tout petit peu déplacer pour que ce soit encore plus clair, le temps de la civilisation égyptienne s'est raccourci en 150 ans. Pardon, je crois qu'il s'est passé quelque chose ici, non? Il s'est raccourci de 3000 ans. C'est-à-dire que vous voyez Champollion en 1863, pour lui, les 31 dynasties remplissaient 6000 ans d'histoire. Et quand on est chez Ormung, qui est le dernier qui a été noté ici en 1967, ils ne prennent plus que 2900 ans d'histoire. C'est-à-dire que quand on voit l'élasticité de l'axe chronologique, on voit que les scientifiques eux-mêmes, les historiens, les archéologues, ont environ en 100 ans, ils ont restreint de 50% la longueur de l'histoire égyptienne. Alors imaginez-vous qu'on trouve quelque chose qui est lié avec la Bible et qu'on a envie de la mettre sur les dynasties, éventuellement la sortie d'Égypte. Comment est-ce que Champollion le ferait? Comment Ormung le ferait? Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 1967? Voilà. Donc la réponse de Ezra, c'est que en fin de compte, il y a ce qu'on appelle un asynchronisme, c'est-à-dire qu'il y a une erreur de synchronité de 1000 ans entre entre la lecture des choses, la lecture hébraïque et la lecture académique, je pourrais dire, qui est acceptée. Bien entendu, même dans l'académie, il y a des discussions, des gens qui ne sont pas d'accord, comme le plus célèbre, c'est Velikovski, mais en tout cas, il y a quand même une marloquette, on pourrait dire, une discussion extrêmement sérieuse là-dessus. Alors, si vous voulez, dans ce dessin, et on va là-dessus, donc on va s'arrêter sur ce dessin et je vais faire la conclusion. Ce graphe, il montre justement, si vous voyez là, ce dessin qui est à Larsson, qui est en diagonale, c'est le problème de l'asynchronisme. C'est-à-dire que quand on voit, ici vous avez l'histoire en haut, vous avez l'histoire d'Israël telle qu'elle est racontée par Israël, et qu'on trace une ligne droite pour identifier par exemple quel était le pharaon de la sortie d'Égypte, etc., à ce moment-là, on arrive à ce qu'il appelle ici le synchronisme erroné. Alors bien entendu, ce tableau est aussi en français, mais c'est plus facile, il est plus facile à lire en hébreu. Bon, j'imagine que vous pouvez lire. C'est-à-dire que si on descend comme ça, selon cette chronologie, il s'avère qu'on arrive à une autre période, autant au niveau mésopotamien, au niveau perse, au niveau égyptien, etc., de la sortie d'Égypte, des 40 ans dans le désert. Et à ce moment-là, par contre, si on reprend le synchronisme exact selon la tradition hébraïque, c'est-à-dire qu'on se libère disons, on pourrait dire des théories de l'académie, on ne se libère pas des recherches, mais on se libère de l'échelle chronologique et on dit prenons l'échelle chronologique hébraïque comme référence et mettons les autres par rapport à celle-là. À ce moment-là, on doit le faire en diagonale de cette manière et on arrive à ce qu'on appelle l'ancien empire et c'est là qu'on va mettre les patriarches Yosef et Moshe, etc. Or, pourquoi cette chose-là est tellement extraordinaire et tellement importante, et c'est là que je vais terminer les choses, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement importante parce qu'on retrouve systématiquement que dans toutes les recherches, quand on trouve des choses et que quelqu'un dit « mais pourquoi ne pas les mettre avec la Torah ?» Réponse, c'est impossible puisque ça s'est passé 1000 ans avant ou 1000 ans après, 1000 ans avant, excusez-moi, 1000 ans avant, en tout cas avec un décalage de 1000 ans, avant ou après la sortie d'Égypte et l'histoire de la Torah. Donc, conclusion, il n'y a pas eu de sortie d'Égypte, ou s'il y a une sortie d'Égypte, c'était une toute petite tribu de quelques gens miskénis, mais on n'a jamais retrouvé rien. Il y a par exemple le même exemple à Jéricho, où Kathleen Kenyon, qui a fouillé, a retrouvé une couche dans laquelle on retrouve l'histoire de la chute de la muraille de Jéricho, mais comme elle le déplace de 1000 ans par rapport à tout, elle dit à la couche de la sortie d'Égypte, on ne retrouve rien, et cette chose-là, on ne sait pas comment ça s'est passé. Voilà, donc ça c'est le point essentiel, c'est-à-dire que quand on remet le synchronisme de manière exacte, on a un phénomène absolument extraordinaire qu'on a vu ce soir à propos des Soukhot, et ça vous voyez qu'avec les Soukhot, il faudrait être aveugle pratiquement pour ne pas se rendre compte. Johan, tu peux rouvrir, tu peux enlever le texte, ah c'est moi qui dois le faire, excusez-moi, donc on peut revenir à
on peut revenir comme ça, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est-à-dire que on pourrait dire que la Torah, l'histoire de la Torah, elle, tout d'un coup, elle réapparaît de manière extraordinaire dans la réalité de ce qui est retrouvé. Mais pour ça, il faut donc changer, comme on avait dit. Ce qu'il faut, c'est refaire, et on pourrait dire les pendules à l'heure, à propos du synchronisme au niveau de la chronologie des choses. Et à ce moment-là, le sujet qu'on a pris ce soir, c'est les Soukhot. On peut en prendre d'autres, mais en tout cas, on a quelque chose d'un phénomène extraordinaire. C'est-à-dire que toutes les fouilles et les choses qu'on trouve aujourd'hui, il faut dire la vérité, ils sont toutes des preuves de plus en plus de la vérité de la Torah. Comme disait Manitou, notre mémoire de tradition est plus importante. Mais ceci dit, nous ne sommes pas des spirituels sans matériel. C'est-à-dire le retour en Israël, c'est le retour au pied sur terre. C'est-à-dire le fait de retrouver dans le matériel la correspondance avec notre Torah, qui n'est pas seulement spirituelle, elle descend sur la terre, on remet les pieds sur terre. Une manière de remettre les pieds sur terre, c'est de se rattacher avec l'histoire réelle, avec la botanique réelle, avec la faune réelle, avec les trouvailles archéologiques réelles qu'on trouve, etc. Et comme je vous l'ai dit ce soir, cette manière extraordinaire. Alors je voudrais terminer sur une phrase de Manitou, qui était extrêmement importante. Manitou nous disait que, comme vous savez, il y a deux manières d'appréhender la divinité de Akadosh Baruch Hu. La première manière de l'appréhender, c'est par rapport à la création du monde, c'est de chercher le Créateur. Et il disait, quand tu discutes sur l'existence de Dieu en tant que Dieu créateur, tu rentres dans de la théologie et de la philosophie. Est-ce que l'infini peut créer le fini, etc. Vous connaissez ces questions, etc. Donc, on est dans une certaine manière d'appréhender la recherche de Akadosh Baruch Hu. Par contre, comme le dirait aussi le Kuzari pour reprendre l'enseignement de Rabbi Yehuda Halevi, notre mémoire hébraïque, c'est que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de Mekadesh Israël Ve'azmanim. C'est celui qui sanctifie Israël et le temps. C'est-à-dire que la révélation de Dieu, c'est un Dieu personnel qui se révèle à un peuple et à une humanité dans l'histoire, à l'intérieur de l'histoire. Donc, les négationnistes de l'histoire d'Israël, de la présence de Dieu, seront les négationnistes de l'histoire. Ils ne seront pas des négationnistes, on pourrait dire, de la création du monde, du Big Bang, de la présence. C'est-à-dire que le problème essentiel, ce serait de dire que l'histoire d'Israël n'aurait pas existé. Et là, vous voyez que, sans entrer dans trop de discussions, on se rend compte l'effort qui est investi pour, on pourrait dire, effacer d'une manière ou d'une autre la véracité de notre histoire, de notre mémoire, avec aussi un dédain de notre mémoire par rapport aux autres traditions ou par rapport à ce qui aurait pu être trouvé de manière archéologique. Et Baruch Hashem, que de ce point de vue-là, ce soir, ce qu'on a pu faire, c'est de dire qu'il y a les deux points qui sont ensemble. C'est-à-dire, si d'un côté, les Soukhot sont un anékavod, qui sont, on pourrait dire, la présence, pas symbolique, mais réelle de Akadosh Baruch Hu, puisque le Hanan, c'est la Shrina, c'est la présence de Dieu qui était dans le désert. Et notre mémoire du fait d'être dans un soukha, ce soir, c'est notre mémoire, quand on voit le srach de ces Hananim, de la présence de Dieu, de la Shrina, de la présence de Akadosh Baruch Hu, qui nous a protégés, qui nous protège et qui nous a gardés, qui nous a accompagnés dans le désert. Mais, Baruch Hashem, ce soir, on pourrait dire qu'il y a un deuxième élément qui arrive avec les Soukhot Mamash, le fait que c'était des vrais Soukhot, c'est qu'en fin de compte, par là, on retrouve notre présence de notre Dieu en tant que Dieu de l'histoire, et l'histoire émerge des sables pour nous dire coucou, ça y est, on y était, et on est ici aujourd'hui, après 4000 ans, dans des Soukhot qui peuvent ressembler à celles-là. C'est vrai qu'elles sont rondes, nos Soukhot, elles sont plutôt carrées, mais en fin de compte, de manière extraordinaire. C'est de la même manière dont les Bnei Israël en sortant d'Égypte ont habité dans des Soukhot que nous sommes là aussi ce soir, chacun chez lui malheureusement, mais en tout cas dans notre soukha, et qui continuons avec cette mémoire réelle, une mémoire humaine, une mémoire réelle de la présence et de la proximité de Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Chag Sameach. Chag Sameach, Rav Menachem, comme toujours, de nous avoir bien fait réfléchir. Il y a une demande sur le chat de tous les tableaux, donc on fera suivre toutes les demandes, parce qu'on veut, tout le monde veut les tableaux en ivrite ou en français. Et Toda encore, Menachem, encore une fois, avec toutes ces références à Manitou.
et aussi avec ton humour, comme toujours quand tu nous donnes un shiur. Chazak ou Baruch. תודה רבה, ברוך תהיה, חג שמח à tous. Avec Saméach, et j'en profite pour dire à tous nos auditeurs, téléspectateurs, qu'encore une fois, une soirée comme ça, comme le CNEF le prépare, c'est des jours et des jours de préparation. Et donc, j'aimerais quand même citer ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux qui ont travaillé pour Midreshet Yehuda, Rivka, avec qui on a travaillé pendant des heures à cette soirée pour la monter. Vous vous rendez compte combien ça demande de travail. Et à mon équipe du CNEF qui ont travaillé dans l'ombre, à Johanna qui a passé beaucoup d'heures à tout le niveau technique des affiches et qui vient de commencer son Shirut Leumi Oef, à Skola Kavod à Johanna, et Acharon Chaviv, celui que vous ne voyez pas puisqu'il est caché, mais il s'occupe de toute la technique, il s'appelle Yaakov Ochayon, c'est lui qui s'est occupé de toute la traduction du cours qui va suivre bientôt de Sivan Rav Meir et de tout le côté pour propager toute cette Torah, que ce soit en Eretz Israël et aussi à l'extérieur par les différents réseaux sociaux. Chazak ou Baruch à tout le monde.